Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne Token Talkers, et c'est un plaisir de recevoir parmi nous Marc Epeneguian, qui est le CEO de Crypton et fondateur de Crypton. Donc voilà, on va faire le tour un petit peu de toute l'actualité Web3 comme d'habitude, et on va avoir la chance de pouvoir parler de tout ce qui est régulation en France, en Europe et même dans le monde, comment la France est positionnée à travers les différents pays. Et on a donc du coup la chance vraiment d'avoir Marc, qui est un expert de ce domaine-là, qui est un expert dans différents sujets du Web3. Et donc, du coup, on va faire le tour tous ensemble dès maintenant. Alors, Marc, déjà, bienvenue. Merci d'être là parmi nous. C'est vraiment un honneur de t'avoir. Marc, qu'est-ce que tu peux, gentiment, pour tout le monde, pour le public, prendre le temps d'expliquer qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, etc. Déjà, bonjour Jean, bonjour Lubo, merci pour cette invitation et ravi de participer à ce podcast. Alors, comme tu l'as dit, je suis le CEO et fondateur de Crypton, qui est une plateforme qui existe depuis 2017. On est enregistré en tant que PSAN en France et qui a pour objectif de financer l'économie réelle en France et en Europe, donc des PME et des startups via de la tokenisation. On en reviendra peut-être dessus plus tard. Je suis également vice-président de l'ADAN, qui est l'association Web3 française et qui, je l'espère, va devenir l'association Web3 européenne pour représenter tous les acteurs de l'écosystème. Et je préside le comité de tokenisation au sein de cette association, comité nouvellement créé, qui a pour but de rassembler tous les acteurs, qui soient des petites entreprises, des grosses institutions financières comme des banques, au sein d'un groupe de travail pour réfléchir à comment on fait en sorte que la tokenisation se passe en France. Et parce que c'est un sujet que je pense et j'y crois d'avenir, et donc comment on prépare le terrain de manière très proactive. Je suis également au board de France FinTech, donc c'est l'association qui représente toutes les FinTech françaises, où je m'occupe et j'essaye d'aider surtout sur les sujets Web3, réglementaire et capital market. À part ça, je participe à des groupes de travail où j'ai piloté un groupe de travail à Paris Europlace, qui est l'association qui représente la place de Paris, qui est une association où il y a la plupart des gros corporates français. Un groupe de travail sur le futur des infrastructures de marché en France. Donc, ça a évoqué la tokenisation notamment. Et j'ai récemment participé à un groupe de travail à l'Association française de gestion d'actifs, donc l'association qui rassemble tous les fonds français, les asset managers, sur la préparation d'un guide sur la tokenisation des parts de fonds et de l'actif des fonds. Guide qui est sorti hier soir, hier soir, le 5 décembre. Tout le monde sait maintenant quand on a tourné, désolé. Et voilà. Pour revenir sur mon parcours, j'ai fait l'ESCP. Après, j'ai travaillé en tant que liquidity trader à la banque Rothschild & Co, donc gérer les contrats de liquidité du groupe du CAC 40, BEL 20, SBF 120. En parallèle de ça, en fait, j'avais effectué un mémoire à l'ESCP sur l'utilisation de nouvelles mesures de risque pour remplacer la volatilité sur les marchés financiers.
Et on m'avait proposé à l'époque, l'ESCP, de continuer en PhD. Et donc, ça m'avait intéressé. J'avais continué un peu dans cette réflexion et j'avais creusé notamment dans cette réflexion-là, en parallèle de mes activités pro, le sujet, et notamment dans les risques sur les marchés. Je m'étais aperçu que le risque d'illiquidité, le fait de pouvoir difficilement vendre ou acheter un actif, ça représentait le plus gros risque sur les small et les mid cap. Et donc de là, j'ai finalement, on en reviendra peut-être, mais je sais pas, très intéressant, pas fait ce PhD. J'ai décidé de me concentrer à répondre de manière utile et pragmatique à ce risque d'illiquidité, en me disant simplement, si on arrivait, c'est pas simple, hein, mais si on arrivait à créer un marché liquide sur les petites entreprises, les PME, finalement, on allait rendre l'actif plus attrayant et donc faciliter la vie des investisseurs qui veulent les financer. Et en facilitant, en dérisquant une partie de l'investissement et en facilitant tout ça, on arrivera à rediriger une partie de l'épargne vers les fonds propres de nos PME, ce qui leur permettrait de réindustrialiser, d'employer, de devenir des ETI et finalement de créer un cercle vertueux. Un peu ambitieux peut-être, mais en tout cas, c'était ça l'idée et c'est ça qui a été la genèse de Krypton en 2016-2017. Ok. Ah, génial. Ouais, donc beaucoup de choses par rapport à ça. Donc ouais, l'angle d'attaque, ça a été vraiment la liquidité. C'était vraiment ce point-là que tu as choisi, du coup, ce problème que tu as décidé de résoudre, entre guillemets, grâce à ça et grâce à la tokenisation. Du coup, la réponse a été la tokenisation. Ok. Alors, en 2016-2017, la tokenisation, c'était un terme nous, on avait en interne, mais qu'on n'osait même pas dire. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas vraiment. On parlait un peu de token, mais c'était pas vraiment de la tokenisation. Pour la petite anecdote, je pense qu'on a été un des premiers en 2016-2017 à l'utiliser. Après, il a été repris différemment, mais les opérations sur Krypton, on voulait, même si c'était juridiquement des sortes d'ICO, on ne voulait pas les appeler comme telles, comme ça ne fait rien à voir philosophiquement. On avait créé l'acronyme ITO, Initial Token Offering, parce que pour nous, c'était vraiment ça, la tokenisation. Après, j'ai vu que le terme ITO avait été repris dans les années 2018-2019 par d'autres projets, mais nous, l'idée, c'était un peu de se démarquer. Et c'est vrai qu'à cette époque, on ne parlait pas de tokenisation. On a été très tôt sur ce marché-là, très tôt en prod, très tôt à essayer de démocratiser quelque chose, et quand on est un petit acteur seul, c'est pas évident. Et là, on est très content aujourd'hui de voir que c'est un focus et ça porte un intérêt de beaucoup d'acteurs très différents. Et on est ravis. On est ravis. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est en train de vraiment... en fait, c'est une niche, mais dans cette niche-là, il y a encore plein d'autres sous-niches. Comme tu dis, ça peut être... il y a beaucoup d'acteurs français qui se sont positionnés sur l'immobilier. Il y en a d'autres qui, comme nous, qui sont un peu plus focus sur les startups, d'autres PME, d'autres qui vont attaquer plutôt les fonds d'investissement. Et en fait, c'est plus on creuse, plus on se dit, ah oui, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, quoi. Oui, ça touche potentiellement toutes les classes d'actifs. Il y a eu beaucoup d'études et d'analyses qui sont sorties cette année sur la tokenisation, que ce soit de banques ou de cabinets de conseil. J'aime bien citer celle de BCG, qui est peut-être un peu optimiste, en tout cas, moi j'aimerais bien que ça se réalise, qui prévoit 16 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés d'ici 2030. 16 000 milliards de dollars, c'est immense. Et donc, ça veut dire une grande partie des actifs qui vont pouvoir s'échanger seront tokenisés. Après, la tokenisation prendra plusieurs formes. Il y a différentes tokenisations entre guillemets, mais ça montre à quel point ça va être immense et ça va toucher les instruments financiers, ça va toucher l'immobilier, mais ça va aussi toucher des actifs réels comme, tu l'as cité, mais il y a également l'art, il y a également les matières premières, il y a plein de choses. Et l'idée de la tokenisation, je sais pas si, j'imagine que votre audience est experte, mais juste pour résumer en un mot, moi, ma vision de la tokenisation, c'est vraiment la mienne, c'est simplement le fait de se dire qu'on va digitaliser la propriété d'un actif, et le fait d'envoyer techniquement le token via la blockchain matérialise le changement de propriété sans nécessité de faire un contrat en parallèle, de faire
qu'autre action. Ce qui aujourd'hui, dans le monde réel, est pas réaliste. Quand vous vendez un bien immobilier, vous allez chez le notaire. Quand vous vendiez je sais pas, un bien meuble, vous faites une facture. C'est ça qui va authentifier le transfert de propriété. Là, l'idée, c'est de dire, OK, la personne qui a le token possède le bien, point. On ne cherche pas à savoir l'historique, on ne cherche pas à voir les contrats, les factures. La personne qui a le token a le bien. Et donc, une fois qu'on a dit ça, finalement, tout devient digitalisable, puisque la propriété, c'est l'acte qui est souvent en papier, souvent un peu plus chronophage, souvent juridique. Et à partir de ça, on peut créer des infrastructures où, comme sur la crypto, c'est ce qui se passe. Si vous voyez des bitcoins à quelqu'un, on part du principe que c'est la personne qui les a vraiment. Il y a des cas de figure où il y a eu de la fraude, etc. On essaie de récupérer, mais vraiment, il n'y a pas besoin de faire un contrat de vente quand vous vendez des bitcoins. Et c'est un peu le même principe. Et à partir de là, on arrive à créer des infrastructures qui permettent d'améliorer les échanges, faciliter les transferts, et donc, en plus de faciliter le transfert de propriété, apporter via ça de la liquidité, parce que plus le transfert est simple, plus potentiellement on va pouvoir l'acheter, revendre. Et également, un autre avantage de la tokenisation, c'est la partie fractionnement. C'est vous n'allez pas, peut-être Lupo et Jean, vous avez l'épargne suffisante, mais vous n'allez pas acheter un Picasso tout seul pour investir. Si vous pouviez acheter un token qui est lié à 1 millionième d'un Picasso, ça devient réaliste, vous exposez un actif sur lequel en fait vous aurez eu jamais accès de votre vie, parce que je sais pas, dans l'art, les Picasso, c'est, je sais pas, peut-être je connais pas hyper bien, mais peut-être des performances assez intéressantes, et ça va permettre ce genre de choses qui n'existent pas encore vraiment, mais qui a un intérêt. Moi, honnêtement, je pense que c'est indéniablement une évolution technologique qui a un intérêt pour tout le monde et qui est incontestable, parce que si on se dit, OK, finalement, on oublie le côté blockchain qui peut faire peur à certains, on oublie tous les côtés, on se dit, est-ce que ça serait pas logique et utile de pouvoir investir et s'exposer à tout type d'actifs en ligne, de manière sécurisée, de manière fractionnée, pas chère, et arrêter de avoir des actifs où c'est dur d'accès. Dur d'accès, ça veut dire aussi souvent des frais élevés, souvent des inefficiences. Et donc, pour moi, en fait, c'est tellement bénéfique pour tout le monde si c'est bien fait que c'est une révolution. Et j'y ai toujours pensé en 2017, j'étais tout seul à le penser, pratiquement. Aujourd'hui, et j'espère qu'on est plus nombreux, et en me disant, en fait, c'est sûr que ça arrivera, tellement ça répond à un besoin qui est cohérent, logique et utile. Ouais, c'est exactement ça. On en est convaincu aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles de l'art et du Picasso. On a sorti un épisode il y a quelques jours par rapport à ça, où justement, on a vraiment donné des cas réels. On fait des épisodes où on donne vraiment des cas réels de tokenisation. On a pris l'art aussi. Et c'est exactement ça. Et même au-delà de parler, là, on parle de gros actifs qui peuvent performer. Et même pour des personnes qui peut-être sont artistes et n'arrivent pas encore à vivre de leur art, ils peuvent très bien dire OK, moi, je fais des tableaux, je les tokenise, je récupère des fonds par rapport à ça, et ça me permet aussi de vivre plus facilement de mon art plutôt que d'arriver avec des tableaux très chers, etc. Donc, ça donne aussi ce côté-là pour les petits artistes aussi, en fait. Mais carrément. Complètement. Et on peut aller encore plus loin. Pour moi, la tokenisation, elle va tout toucher. Je donne un exemple simple. Si on se dit que on tokenise les cartes grises des véhicules. Et donc, quand vous avez une voiture, vous avez la carte grise qui est tokenisée. En fait, juste vous la vendez, vous envoyez le token qui représente la carte grise à la nouvelle personne. Ça lui évite des démarches administratives, ça matérialise le changement de propriété. En fait, tout devient plus simple. Et ça, c'est des choses qui peuvent être possibles sur beaucoup de choses. Et donc, on ne parle pas toujours que d'investissement, parce que vous achetez pas une voiture et vous la revendez pas à but zéro, et souvent, vous allez perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave. Mais ça va juste faciliter les changements de propriété de tout type d'actifs, qui soient à but investissement. Ça sera sûrement les premiers cas d'usage, parce que, en fait, c'est ça qui va permettre de générer la marge de l'EBITDA, qui va payer les nouvelles infrastructures nécessaires. Donc, on est obligé d'initier par là. C'est logique. Mais après, on va pouvoir réutiliser tout ça pour ouvrir des cas d'usage peut-être moins rentables, parce que comme c'est pas de l'investissement, comme c'est des biens, ça va être des commodities, ce qu'on appelle, mais tout autant utile, voire qui va vraiment toucher le quotidien. Donc non, vraiment, je pense que ça va prendre du temps, évidemment. On parle pas pour 2024, 2025, même s'il y aura, je pense, là, des projets qui vont émerger, qui auront des cas d'usage et des manières de fonctionner
assez révolutionnaire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, mais je pense qu'on parle d'ici 2030, 2035. Ouais, 100%. La vision, elle est vraiment. Et encore une fois, nous, on travaille depuis moins longtemps que toi sur cette idée-là. Mais oui, c'est clair qu'on est vraiment dans une vision long terme parce que l'adoption, elle va se faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je suis curieux de connaître un petit peu, toi, ta vision entre, euh, entre les professionnels et le retail. Euh, Comment faire pour que le retail adopte, donc une personne lambda adopte facilement ces technologies. Moi, dans ma vision, j'ai l'impression que c'est plus facile dans un premier temps de passer par des professionnels, et notamment dans l'investissement, notamment avec des startups un peu qui sont dans la tech, etc., ou qui sont un peu plus ouverts à ce genre de tech. Et comment aider le retail à transitionner et à dire, OK, je vois cet immeuble qui est tokenisé, OK, ça me coûte que 100 euros. Et malgré que ça coûte que 100 euros et que ça soit super accessible, j'ai du mal à passer. J'ai un peu cette barrière que je dois escalader. Quelles sont pour toi un peu les choses qu'on peut Alors, mettre en place par rapport à ça? il y a beaucoup de réponses à apporter parce que pour moi, ça va dépendre des classes d'actifs. Ça va pas être exactement la même réponse. Déjà, pour moi, c'est une sorte de tokenisation. Mais vous avez dû entendre parler du projet européen de Digital Euro. Donc, le fait Oui, de bien sûr. tokeniser la monnaie fiduciaire, donc le liquide. Mhm. Ça va être le projet, quand il sortira, qui va toucher le plus de retail d'un coup. Parce que en fait, c'est l'euro, c'est lancé Ouais. par la BCE et la Commission européenne. Et même si finalement, il ne va pas y avoir d'interopérabilité, il ne va pas y avoir de connexion avec les autres actifs tokenisés et tokenisables, ça va permettre de, de montrer à une grande partie de la population c'est quoi des actifs digitaux, comment on s'en Ouais. sert, pourquoi c'est facile. Et donc, ça va les habituer. Et je pense que ça va pas mal aider à approcher le retail de ce monde-là. De deux, pour, alors, pour l'immobilier, comme c'est celui dont tu as cité en premier lieu, je pense que c'est pour toucher des retails, il faut à la fois les rassurer parce que c'est de l'investissement et donc au même titre que de la tokenisation ou du crowdfunding IMO ou des SCPI ou des foncières cotées ou tous les projets qui permettent de s'exposer à un risque real estate, je pense que le retail il va être soucieux du sérieux des plateformes parce que c'est malheureusement en ligne sur ces sujets on peut se faire avoir donc voilà il faut déjà les rassurer et la tokenisation, comme c'est des nouvelles techno, ça inquiète un peu parce qu'on maîtrise moins, on connaît moins et donc mécaniquement, on a souvent peur de l'inconnu. Donc il faut vraiment encore plus les rassurer. Ça passe par un cadre réglementaire clair, ça passe par un site bien fait, ça passe également par un bon UX, UI. Je pense que, et ça c'est notre parti pris, pour nous, les retails, à part les personnes qui nous regardent, qui sont des personnes qui nagent dans la crypto, il faut leur éviter les complexités de clés publiques, Ouais. clés privées. Il faut conserver pour les actifs. Il faut que ça soit très simple. Il faut qu'ils s'inscrivent, qu'ils fassent leur KYC, qu'ils créditent leur compte par virement ou par CB, qu'ils achètent des tokens en un clic, qu'ils puissent les revendre sur la plateforme, qu'ils puissent retirer. Je pense qu'il faut être simple. Plus on met de barrières, parce que moi je vois plein de projets de tokenisation qui me disent oui, mais nous, on veut day one accepter des cryptos pour investir dans l'immobilier, on veut day one faire de la DeFi, de permettre du repo. En fait, c'est bien, c'est même très bien, ça a énormément de valeur et ça va vous empêcher d'être très grand public, parce que ce grand public-là, il comprend pas ça. Les personnes crypto de l'univers Web3, en fait, ils vont trouver ça génial parce qu'ils vont comprendre la valeur. Les autres, il y a des barrières à l'entrée de compréhension immenses. Et donc, pour nous, pour amener le retail, il faut être simple et profiter aussi des autres avancées. Pour les instruments financiers tokenisés, on en reviendra parce que c'est un énorme sujet, ça a pas mal d'implications réglementaires, mais pour nous, le retail, il va venir par leur banque. Donc, quand vous Ah, achetez des actions aujourd'hui, vous passez par votre broker en ligne, par votre courtier en ligne, par votre banque, et vous n'avez pas directement accès aux places de marché. Et je pense que ça c'est pareil pour les actifs instruments financiers tokenisés. Dans ce cas de figure, ce sera assez, comment dire,
pas visibles. Ils auront l'impression d'acheter des actions Ouais. classiques, sauf qu'elles seront tokenisées. Ça sera la banque qui aura des process différents, mais pour eux, ça sera simple. Et ça permettra vraiment la démocratisation. Parce qu'au final, l'investisseur, il faut bien comprendre que l'investisseur qui soit retail institutionnel, il aime bien la techno. Il trouve ça cool, la tokenisation. Lui, son but, c'est juste, il veut investir 100 € dans un immeuble. Enfin, Ouais. que vous le faites en token, que vous le faites en fractionnement, que vous le faites juste que ça lui coûte pas cher, que ce soit simple, qu'il puisse revendre. Et donc, il faut vraiment se dire, OK, nous, entre nous, on aime la techno, on trouve ça génial, on trouve que on pourrait parler DLT blockchain pendant des heures, mais la plupart des personnes du monde réel, non, c'est pas le cas. Ils veulent juste s'investir. Ils trouvent l'immeuble que Ouais. vous proposez sympa. Ils trouvent le loyer Ouais. potentiel cool. Juste investir en un clic sans complexité, pouvoir revendre, toucher une partie du loyer et basta. Et la techno doit permettre de faire ça plus facilement. Elle doit pas être une fin en soi. Et il y a beaucoup de projets où la techno est une fin en soi. Et je trouve que c'est niche d'avoir cette approche. C'est niche parce que ça permet de simuler l'écosystème Web3 qui, en fait, adore ça. Mais quand on va s'ouvrir, bah non, le grand public, ils veulent une valeur ajoutée très palpable pour eux. Ouais, et puis qu'elle disparaisse en fait. En fait, elle va être encore plus adoptée quand elle va disparaître et que les gens ne vont même pas s'en rendre compte qu'ils sont en train d'utiliser justement la blockchain. Comme quand aujourd'hui, on prend notre carte, on va au distributeur, on met la carte, on retire l'argent, on ne sait même pas comment ça se passe derrière, on sait juste qu'il y a les billets qui sortent. Et ben là, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on doit essayer de maquiller un petit peu tout ça, expliquer pour les gens qui en veulent envie, mais de dire voilà, oui, tu peux investir à partir de 100 € en un clic, comme tu dis, et de camoufler un peu cette technologie parce qu'au final, comme tu dis, c'est pas la fin en soi. C'est oui, ça permet de le faire, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui a le besoin de le Mais savoir et de vivre entre l'un guillemets. n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien simplifier, camoufler, mais faire en sorte que tout est disponible pour autant. Qu'on mette à Ouais. dispo les explorers pour les gens qui cherchent, une FAQ qui explique précisément tout comment ça fonctionne. Nous, c'est ce qu'on a sur Krypton. Bon, la réalité, c'est que moi, j'ai demandé à mes devs de mettre un explorateur public. Ça les fait rire, mais que personne clique dessus. La FAQ sur les sujets techniques, pareil. Donc, nous, on a essayé d'expliquer comment on fonctionne réellement. On se rend compte que notre cible, ils sont pas technophiles, quoi. Et ils ont le droit, en fait. Nous, on pense que c'est bien que l'information soit là, mais transparente, même si elle n'est pas lue, effectivement. Mais en tout cas, ça permet de montrer patte blanche, ça permet de dire, on n'est pas une black box. Donc, quand on maquille, entre guillemets, on cache rien. Juste, on est là pour simplifier votre expérience. Mais pour autant, creusez autant que vous voulez, vous trouverez toute l'info. Ça, c'est important aussi, pour rassurer. Parce que les black box, ça fait peur. Et on l'a vu dans les crypto exchanges, il y a eu des sujets sur on comprenait pas les fonctionnements, on comprenait pas les fonds propres, ça a fait peur à l'écosystème, alors que quand on est transparent, et c'est un peu la vision Web3 d'être transparent, mais surtout, pas que sur les transactions, ça rassure tout le monde. 100%. 100%. Ok. Ouais, vous, si tu en dirais un petit peu plus là, du coup, sur Krypton, quelle est un peu la philosophie, ce que vous faites. Il y a pas mal de projets. Voilà. Quel type de projet vous accompagnez en ce moment si tu veux dire un petit peu plus à la communauté par rapport à ça. Ouais. Alors, sur Krypton, on a 4 offres. Déjà, comme je t'ai dit en introduction, notre but, c'est de devenir la bourse pan-européenne des PME. Donc, au final, notre ligne d'arrivée, ça serait de devenir un peu le Euronext des PME, donc pouvoir financer en bourse des PME et pouvoir faire en sorte surtout qu'elles se financent, parce que faut savoir que les PME françaises européennes ont un accès aux fonds propres très compliqué. Surtout aujourd'hui avec la remontée des taux d'intérêt où l'accès au crédit devient de plus en plus complexe. En fait, le fait que les fonds propres soient compliqués, c'est encore plus pesant. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions et de permettre aux investisseurs d'investir parce qu'en fait, nous, on s'est rendu compte que pour les PME, c'est compliqué de trouver des investisseurs, trouver des fonds propres, mais les investisseurs, ils disent à chaque fois, mais nous, on aimerait investir dans les PME, mais on fait comment? Il n'y a pas vraiment de site, on trouve pas de PME, notre PEA PME dans notre banque, ils nous proposent rien, donc il n'y a pas d'accès. Et d'autres nous disent, il n'y a pas de liquidité, on investit dans une PME, mais on sort dans 15 ans,
Et quand le dirigeant part à la retraite, enfin, voilà, il faut créer des préalables. Mais pour nous, c'est assez marrant parce qu'on trouve que c'est quelque chose où il y a vraiment déjà les deux côtés un peu de la plateforme, donc les PME et les investisseurs qui cherchent ça. Donc on se dit, OK, il y a un besoin. Donc ça, c'est notre but final. Et j'y reviendrai sur comment on veut y accéder. Donc aujourd'hui, notre première offre, ça a été via des actifs numériques de financer en fonds propres des startups et des PME françaises sur nos plateformes. Donc il y a des boîtes qui viennent nous voir en disant j'ai besoin de 100, 200, 300. On a fait une opération de 700 000 euros pour Centexpat l'année dernière pour me financer. Et donc, on fait une opération sur la plateforme. On permet aux gens d'acheter en euros des actifs numériques. Et une fois le financement terminé, elle reçoit son argent et il y a un marché secondaire qui commence. Donc ça, c'est notre offre classique. Et on a une approche que parfois un peu trop sérieux, on va dire, pour les boîtes, parce que c'est un peu chronophage. Mais nous, l'idée, c'est vraiment d'être ceinture bretelle et de permettre aux investisseurs d'avoir une meilleure qualité d'information. Donc, on oblige une due deal qui passe par notre process d'opération, où on fait rentrer un commissaire aux comptes, un cabinet avocat, une agence de notation. Et on fait une sorte de white paper, document d'information qu'on transmet à tout le monde. Donc, il y a une vraie préparation d'opération de financement pour s'assurer que tout le monde a une bonne information. Et ça, tous ces documents, ces rapports d'experts sont consultables gratuitement, évidemment, sur notre site. Ça, c'est notre première offre historique. Notre deuxième offre, qui s'appelle Cassis, on l'a lancé en début d'année de mémoire, mais on l'avait déjà commencé un peu en off. On permet à des boîtes de tokeniser une partie de leur valeur et d'auto-détenir les actifs numériques. Donc, juridiquement, opérationnellement, c'est un peu la même opération que la première d'opération de financement, sauf qu'au lieu de financer la boîte, elle va, entre guillemets, auto-souscrire à ses propres tokens. Donc, c'est pas de l'autodétention comme c'est des actifs numériques. C'est pas de l'autodétention d'actions, ce qui n'est pas vraiment possible parce que c'est des actifs numériques et c'est pas des instruments financiers dans ce cas de figure. Et une fois qu'elle les autodétient, sur la plateforme, elle va avoir une page dédiée, elle va dire, OK, j'ai 150 000 tokens au nom de ma boîte, je vais pouvoir les distribuer à qui je veux. À mes employés pour remplacer tout ce qui est BSPCE, notamment, à mes freelances, à mes clients, à mes fournisseurs, et à tout mon écosystème, et de le faire soit sur la plateforme, soit par API, et de le faire aussi de manière quotidienne si on le souhaite. Par exemple, je peux très bien connecter cette plateforme, mon API, l'API Krypton de distribution Cassis à mes plateformes que j'utilise pour suivre les KPI au OKR de mes équipes, et automatiquement, quand les KPI se mettent à jour, ça distribue des tokens aux équipes, et donc ça permet d'avoir un plan automatique, mais qui vraiment voit la valeur. Les personnes reçoivent des tokens qui ont une valeur en euros, qui s'échangent sur le marché secondaire, qui augmentent avec la valeur de la boîte, donc ça crée vraiment quelque chose de cohérent. Ça, c'est une offre où en fait, on a plein de cas d'usage, je me suis rendu compte. Donc au début, c'était le premier cas d'usage, c'était une boîte qui est un concurrent français de beurre, qui s'appelait Eurecab, et qui me disait, qui est venu nous voir en disant, nous, on veut distribuer des BSPCE à nos chauffeurs, mais comme c'est des freelances, on n'a pas le droit. Et est-ce que vous pouvez nous aider à trouver une solution? Et donc, pour eux, on leur a un peu fait de manière tailor-made ça. Et donc, via les tokens, on pouvait, comme c'est des actifs numériques, et ils ont trouvé ça génial. Automatiquement, sur la plateforme, à chaque fois qu'un chauffeur faisait une course, il recevait des tokens. Ça permettait d'augmenter sa fidélité vis-à-vis de la plateforme versus d'autres plateformes, parce que tous les chauffeurs utilisent tout, tu vois. Et donc, ça a vraiment marché. Après, ils ont fait un système de parrainage. Le chauffeur amener un autre chauffeur et gagner des tokens automatiquement. Et donc, ça a vraiment marché. Et là, on s'est dit, en fait, il y a un boulevard. Donc, on a créé l'offre. On a eu les premiers use cases où c'était plus simple BSPCE, parce que les BSPCE, donc c'est pour ceux, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que j'ai un peu lassé à l'habitude de pas expliquer les acronymes, mais c'est la manière de distribuer des parts de son entreprise à ses employés via des bons. C'est assez chronophage, c'est assez compliqué à mettre en place, ça nécessite des contrats, ça nécessite un avocat, et au final, les employés reçoivent pas vraiment des actions, ils reçoivent un bon qu'ils vont pouvoir souscrire d'ici 2-3 ans à des actions à une valeur prédéfinie. Donc, c'est assez compliqué à comprendre, à mettre en place. Ça fonctionne pas trop en France. Et l'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en place, à comprendre pour tout le monde. Donc, ça a été le deuxième cas d'usage où on a beaucoup de boîtes qui nous utilisent aujourd'hui. Le troisième, je ne vais pas tous les citer, après je vais passer sur les autres produits, mais je suis intéressant.
On l'a lancé avec Republic.io dernièrement. C'est un nouveau réseau social euh, qui se veut très original, atypique. Et donc, ils ont mis en place notre système d'incentive. Et donc, quand vous êtes membre du réseau, euh, à chaque fois que vous avez liké, commenté, partagé, interagir, en fait, vous faites gagner de la valeur au réseau, vous jouez le jeu, et donc vous gagnez des tokens. Et donc là, c'est vraiment une incentive des membres, des clients. Et ça, je trouve ça génial, ça n'existe pas, enfin, personne ne fait ça. Et eux, c'est... En fait, on arrive à appliquer des logiques très Web3 à des entreprises qui ne le sont pas, à notre mécanisme. Et ça nous intéresse. Je m'arrête sur Cassis. Troisième offre, on l'appelle tokenisation as a service. On l'a lancé en septembre. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on est toujours une des rares, voire la seule plateforme de tokenisation d'actifs réels en prod et régulée en Europe, avec un marché primaire et secondaire. Et donc, on s'est dit, OK, la tokenisation, c'est pas que des PME, ce qu'on veut faire nous, c'est aussi plein d'autres actifs qui ont une valeur immense. Tu as cité l'IMO, tu as cité l'art, il y en a plein d'autres. Donc, on s'est dit, on veut aider les acteurs qui veulent tokeniser autre chose à utiliser notre plateforme pour tokeniser leurs actifs. Et là, on a créé donc tokenisation as a service. Donc, on a, c'est un terme qui n'existe pas, mais je vais le dire, SaaSifié. Je sais même pas comment le dire en français, mais on a rendu notre infrastructure qui était on-premise, on l'a rendu en mode SaaS. Donc, on va pouvoir créer des instances de tous nos serveurs et tous nos microservices un peu à la volée pour pouvoir créer d'autres projets. Et donc, on va permettre à si par exemple quelqu'un vient nous voir en disant je veux tokeniser une galerie d'art, ou Sotheby's vient nous voir, je veux tokeniser, je sais pas, des biens de luxe, on va pouvoir leur créer une plateforme rapidement et opérer avec eux tout ça pour essayer de faciliter l'accès. Et là, on s'occupe de tout, que ce soit du juridique. On a en interne une dean of l'école qui a un PhD sur le sujet, donc on s'occupe de ces sujets pour eux. Que ce soit de l'opération, que ce soit du technique. L'idée, c'est que ça soit simple et de permettre à la tokenisation d'émerger sur des classes d'actifs qu'on fait pas. Et la dernière offre, où opérationnellement, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Les trois autres, aujourd'hui, on est une équipe d'une vingtaine de personnes et c'est surtout elles qui s'en occupent. La dernière, c'est surtout moi, c'est dans le cadre du DLT Pilote Régime, qui est un règlement européen qui a été publié l'année dernière et qui est effectif depuis mars 2023, qui permet de créer pour la première fois des infrastructures de marché tokenisées. Donc on pourra y revenir si vous voulez, mais c'est vraiment un agrément boursier, mais sous token. Et ça nous permettrait de devenir, comme je t'ai dit, une vraie bourse des PME, où faire en sorte que quand vous achetez un token sur notre bourse, c'est une action de PME, que vous êtes vraiment propriétaire d'une partie de la société, que vous allez pouvoir investir via votre banque chez nous, que la PME va pouvoir se financer via son réseau bancaire avec nous. Donc ça permet vraiment d'enlever tous les plafonds de verre et, pour revenir à la discussion initiale, d'enlever toute la complexité, parce que ça, pour les investisseurs, qui soient retail ou institutionnels, ça reste de l'action. Elle est tokenisée, mais juridiquement, ça reste de l'action. Donc ça, on rentre dans ce pilote régime. Et donc, c'est un gros agrément. C'est quelque chose qui n'est pas pensé pour les fintechs. C'est un agrément de bourse et de CSD, qui est un peu le notaire des bourses. C'est Euroclear en Europe surtout. Et donc, voilà, c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui. Mais on a la chance d'avoir ce règlement en Europe, qui est une avancée majeure qui n'existe pas encore ailleurs. Donc, on veut absolument s'en saisir. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. On voit que c'est pensé aussi bien pour le professionnel que pour le particulier. On voit que tu as une vision sur laquelle tu veux que le particulier puisse s'implanter et puisse avoir
accès à des choses qu'ils n'auraient pas. Et on voit aussi que tu aides du coup, on va dire les émetteurs, hein, les sociétés qui veulent se tokeniser pour pouvoir lever les fonds plus rapidement et pouvoir se financer. Donc, félicitations pour ça, c'est super bien pensé. Je sais aussi que tu as la possibilité donc du coup de proposer des choses en marque grise, hein. Tu en as pas encore parlé, mais je sais que c'est une possibilité que tu proposes C'est ce aussi qu'on également. appelle Donc, bravo pour ça. On voit que tokenisation as a service. tout est bien ficelé. Marco Gris, c'est ce que j'ai appelé tokenisation as a service, c'est un peu l'autre terme. Exactement. Et ça, c'est important de le dire parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui vont avoir, grâce à toi, la possibilité de se tokeniser grâce à ton système et en plus d'avoir un agrément derrière qui est l'agrément que tu leur mets à disposition parce que tu fais, toi, tout ce qui est due diligence avant, tu contrôles les sociétés, tu les mets en place. Enfin, c'est incroyable. Oui, pour être exact, nous, on est enregistré, on n'est pas agréé en tant que PSAN, mais l'idée, c'est que ça soit sous notre manuel opératoire. Donc, on leur donne pas d'agrément, mais ils vont opérer avec nous sous notre enregistrement. Ok, d'accord. Et après, objectif final, DLT, pour pouvoir continuer à grandir et à prospérer, puis à se réguler partout en Europe. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile en termes de régulation de pouvoir avoir un agrément, par exemple, de l'AMF en France et de pouvoir aussi travailler sur les marchés européens où c'est encore compliqué, où justement il faut attendre le DLT ou quelque chose comme MiCA qui est beaucoup plus européen, qui va permettre d'avoir un peu une uniformité au niveau des pays. Oui, non, aujourd'hui, c'est très compliqué. L'enregistrement PSAN qu'on a, il est franco-français, hein. C'est quelque chose qui nous permet d'exercer notre activité en France, mais c'est pas le cas ailleurs. Il faut cumuler un peu les statuts nationaux ad hoc pour pouvoir aller un peu partout. Les gros le font, mais c'est chronophage, complexe, surtout qu'aujourd'hui, les règles sont pas totalement identiques. Donc, c'est même pas une question de demander les statuts équivalents PSAN en France, à Luxembourg, dans le nord de l'Europe, en Allemagne, etc. Surtout d'appliquer des règles qui sont pas exactement les mêmes, qui sont pas extrêmement différentes, hein, mais pas exactement les mêmes, et donc qui nécessitent des process différents par pays, et donc pas une infrastructure vraiment mutualisable. Et ça, c'est parfois dérangeant, notamment pour l'application des KYC, la LCBFT. Aujourd'hui, l'obligation des crypto exchange, des banques, de faire des KYC. Donc, Know Your Customer, c'est quand vous inscrivez sur une plateforme bancaire de mettre sa carte d'identité, de répondre à des questionnaires et de faire parfois d'autres choses. Ça provient d'une directive européenne qui s'appelle la 5e directive AML. Et en Europe, il y a deux manières de créer des réglementations. Il y a les directives et les régulations. Une directive, c'est c'est comme son nom l'indique, l'Europe dit aux pays, il faut faire ça, mais les pays peuvent la transposer. Donc, ils vont avoir une marge de manœuvre, ils vont voir également la surtransposer. Donc, quand la 5e directive AML a dit il faut faire ça, la France peut avoir dit ok, nous on va ajouter ça comme règle. Ce qui fait qu'on a des règles différentes d'ailleurs en Europe. Et donc, le process KYC en France marche pas forcément pour quelqu'un au Luxembourg. Il y a un règlement européen qui s'appelle AMLR, qui est la suite de cette 5e directive. Et comme son indique, c'est un règlement. Donc lui, il est d'application directe. Et donc ça va uniformiser tout ça. Et donc il n'y aura plus de différenciation. Et ça, c'est hyper important. Et ça arrive d'ici, je pense, 2-3 ans. Donc déjà, ça va être utile. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est compliqué. MiCA et le DLT Pilot Régime vont simplifier tout ça. Dans le premier point, MiCA, donc qui cible tous les actifs numériques, crée un agrément passeportable en Europe. Et donc, si vous le demandez en France et vous le passeportez, vous allez pouvoir aller partout en Europe. Donc ça va être vraiment plus simple. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des gros acteurs en France, parce que sinon, vous êtes que sur le marché français. On peut être gros, mais voilà, c'est quand même un peu limitant. Et le DLT Pilot Régime, c'est un peu différent, mais lui, il est passeporté nativement, comme c'est des agréments encore beaucoup plus lourds. Mais donc, le DLT Pilot Régime, oui, vous pouvez aller sur toute l'Europe. Pour autant, il reste des spécificités dans le cadre du Pilot Régime de chaque pays, notamment sur le droit des titres. Donc, sans rentrer trop dans le détail, mais le fonctionnement et la détention d'actions en France, c'est pas du tout la même chose qu'ailleurs, notamment en Allemagne, notamment aux Pays-Bas, notamment en Belgique. Et donc, on va falloir quand même s'adapter un peu, surtout pour la partie conservation de ces actions et comment on met des process.
Donc c'est pas vraiment on a une plateforme en France, on touche tout le marché européen, tout est pareil, identique, on change rien, c'est juste l'user il a une ID belge et pas française, et finalement à part ça rien ne change. Il y a quand même des petites adaptations à faire, mais voilà, ça restera plus simple. Pour Omeka, pour le coup, post-agrément, je pense qu'il y aura vraiment plus trop d'adaptations et ça sera très simple d'être en France, d'accepter Day One en étant agréé et passeporté des users de toute l'Europe. Et ça, c'est très bien. Ça permettra d'avoir des tailles critiques parce que, en fait, on veut des plateformes qui ont des tailles critiques parce que sinon, on n'arrive pas à concurrencer les Asiatiques, les Américains qui ont des marchés plus gros. Hein. La France, c'est 70 millions, 75 millions d'habitants, je ne sais pas exactement. Les États-Unis, c'est 300 millions. Et donc, évidemment, quand vous demandez un enregistrement, quand vous êtes régulé aux États-Unis, c'est 4 fois et demi, 5 fois le marché. Et en termes de PIB, c'est encore beaucoup plus. Et donc, vous faites le même acte, entre guillemets. Vous faites un acte pour être régulé, vous créez la même plateforme, mais votre marché est beaucoup plus vaste de base. Et donc, avec un marché unique, avec ce passeport, ça permet d'avoir la même chose. Et donc, en ayant la même chose, d'avoir des coûts fixes similaires, mais un potentiel plus important, et de créer des gros acteurs en Europe. Et c'est une question de souveraineté, en fait, d'avoir des gros acteurs européens. Parce que si la crypto se passe en Asie, se passe aux États-Unis, et que eux, ces plateformes ciblent les acteurs européens, la réglementation européenne ne sera pas très utile parce qu'elle va réguler les acteurs européens, même s'il y a quand même des cas où ils vont les réguler, mais il y a quand même des trous dans la raquette, notamment la reverse solicitation, qui dit en un mot que si vous avez un acteur, chinois, un gros crypto exchange chinois, qui a un site en anglais, ou peut-être traduit, mais qui vous a pas cherché, mais vous le connaissez de nom et vous dites c'est trop bien, et vous, Français, vous créez un compte là-bas, mais ils ont le droit de vous accepter sans être régulés en France. Ça s'appelle la reverse solicitation. À partir du moment où ils n'ont pas fait de la communication effective en France, qu'ils n'ont pas démarché, en fait, on part du principe que c'est vous qui sont allés vers eux, ils n'ont pas besoin d'être régulés. Et ça, dans la crypto, vu qu'il y a un bouche à oreille immense, ça peut créer des trous dans la raquette immense, puisque vous avez des très gros acteurs non européens qui se disent, juste par notre notoriété, on va avoir tout le monde, juste par notre volumétrie sur CoinMarketCap, on va avoir tout le monde. Et ça crée des trous dans la raquette. Donc, on est obligé. La seule solution, c'est de faire une réglementation adaptée, pas bloquante, qui va permettre à des gros acteurs sérieux d'émerger, qui vont pouvoir avoir le marché, et en ayant le marché, ça sera la meilleure manière de protéger les investisseurs. Parce que la pire manière de protéger les investisseurs, c'est faire en sorte que ça se passe ailleurs et que la réglementation européenne ne soit pas utilisée pour les protéger, parce qu'au final, ils sont sur des plateformes qui ne sont pas régulées en Europe. Ok, compris. Donc du coup, toi, ta position et ta vision de l'Europe par rapport à notamment à l'Asie et aux États-Unis, c'est qu'on est à peu près au même niveau en termes de développement, acquisition et mise en place sur le marché, sauf qu'on est un petit peu en retard parce qu'on a beaucoup moins d'utilisateurs. Mais par contre, est-ce que tu penses qu'ils ont plus de réglementation ou est-ce que la réglementation elle est meilleure pour l'instant en Europe, surtout pour la protection des investisseurs? C'est quoi ta vision sur la position de l'Europe par rapport à ça? Alors, pour répondre à tes différents points, je pense qu'on a peut-être en pourcentage, et j'ai pas laissé en tête, un peu moins d'invest qu'aux États-Unis, en Asie. Je pense que la réglementation est beaucoup plus robuste, réfléchie en Europe, mais vraiment une très grande avance avec Mika notamment. Je pense que la crypto, comme toute évolution techno, c'est nouveau et ça a besoin de financement. Et c'est beaucoup plus dur de trouver des financements sur du sujet en Europe, surtout maintenant qu'aux États-Unis, en Asie. Et donc la réglementation, c'est bien. Mika approche, c'est bien. Mais il y a quand même des risques associés. C'est comme je t'ai dit, si Mika, c'est une barrière trop haute pour les acteurs qui vont avoir du mal à s'en saisir, qui vont pas avoir les fonds pour être sous Mika et qui au final vont disparaître et vont faire en sorte que c'est des autres qui émergent, Mika aura pas atteint son but. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que on arrive à trouver une manière de financer ces acteurs-là et de leur donner des chances, en fait, la chance de faire les choses bien, parce que ça marchera pas si on fait les choses pas bien. En fait, il y a aucun secteur qui est pérennisé en faisant les choses pas bien. Donc, moi, je trouve l'approche de la Commission européenne sur Mika bonne, parce que les investisseurs, ils doivent être protégés pour investir à long terme. Et moi, je suis là pour du long terme. J'imagine vous aussi. On ne fait pas des coups. Et donc, pour un crypto exchange tienne 20 ans, 30 ans, 40 ans,
il faut que ces investisseurs se sentent en confiance, protégés, qu'il se passe pas de choses un peu farfelues sur la plateforme. Donc le cadre est important, vraiment. C'est ça qui va permettre l'adoption, notamment des personnes qui ne sont pas dans cet écosystème. Pour autant, juste trouvons le juste milieu entre des cadres qui protègent les investisseurs et donc qui donnent la confiance de leur donner envie de se positionner là-dessus, qui fait un peu peur, mais en permettant surtout à des plateformes européennes d'émerger et de toucher ces investisseurs. Oui, ça va permettre aussi en même temps de protéger le développement des sociétés comme la tienne via la concurrence étrangère. Tu l'as dit très justement, c'est si les réglementations en Europe elles sont trop difficiles et qu'on a du mal à faire grandir nos écosystèmes, mais que les réglementations à l'étranger sont beaucoup plus faciles et ils arrivent à toucher, parce qu'ils ne font pas un appel public dans le pays, mais ils arrivent à toucher des investisseurs, on peut avoir les meilleurs produits, les meilleures plateformes du marché, on va vite se faire concurrencer. Donc, c'est important effectivement de pouvoir protéger les investisseurs. C'est important aussi de pouvoir protéger les sociétés européennes qui veulent se développer et émerger comme place de marché, un petit peu comme Krypton. Se protéger de la concurrence qui pourrait être du coup un peu biaisée si la réglementation est mal faite. Et c'est même pas qu'une question Web3 crypto. En fait, c'est souvent, malheureusement, et ça va changer, j'en suis sûr, je suis optimiste, mais comme ça, sur les nouvelles évolutions techno. L'Europe, les investisseurs et on va dire l'écosystème européen est un peu averse au risque. Et donc, c'est pas les premiers à se positionner sur des nouvelles techno en règle générale. C'est pas le cas des entrepreneurs. On a des entrepreneurs en France, en Europe, qui sont hyper pionniers historiquement, et c'est trop bien. Mais vraiment, c'est plutôt le côté invest. Et donc, on l'a vu avec l'IA. L'IA, la réalité, c'est que ça s'est fait aux États-Unis, et le jour où ChatGPT est sorti, Mistral en France, donc une startup française, a réussi à lever des centaines de millions d'euros. Et là, il peut-être faire une opération encore plus grosse. J'ai vu dans la presse. Moi, je trouve ça dommage. Et peut-être qu'ils ont essayé, mais qu'ils auraient, je pense, jamais pu lever si ChatGPT n'était pas sorti, parce que on n'aurait pas fait confiance sur la création de quelque chose de nouveau. En fait, on attend que les Américains fassent et elle se dit « Ah, c'est génial, on va financer des boîtes ». Mais peut-être que la même équipe a demandé un an avant aux mêmes gens 10 fois moins, et les mecs leur ont dit « Bah non, en fait, on n'y croit pas ». Et ça, c'est un truc vraiment très, 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 très réel, et je trouve ça extrêmement triste. Mais on l'a vu plein de fois. Je vais te citer d'autres exemples, le cloud. Mais le cloud, en fait, maintenant qu'on se rend compte que c'est un enjeu de souveraineté immense, que AWS, que Google Cloud Platform, que Azure, c'est des mastodons qui tiennent les serveurs de toutes les entreprises tech européennes. On se dit, il faut faire un Cloud Act, il faut faire en sorte que le cloud se fasse en France. Mais il faut arrêter la réaction. Il faut évidemment d'avoir des clouds français, européens, mais c'est pas comme ça que ça marche sur les technos. Il faut que les décideurs, il faut que les investisseurs comprennent qu'il faut absolument être en amont. C'est de la R&D. Et quand vous ratez la phase d'invest R&D en se disant on investit et on ne sait pas encore ce que ça va donner, évidemment que vous allez perdre la course après, parce que eux, ils ont fait le plus dur. Et évidemment qu'ils vont sortir gagnants. C'est pas en se disant post-course, quand tout le monde est sorti, on fait la même chose, qu'on va gagner. Ça marche pas. Et les gens comprennent pas ça. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre un peu, juste de se dire ok, il faut qu'on aille en amont sur des nouvelles technos, qu'on prenne des risques, sinon on perdra 100% des courses. Et comme il va y avoir de plus en plus de nouveaux technos, de plus en plus de nouveaux sujets, c'est important, c'est compliqué. Pour autant, il y a quand même plein de choses. La BPI fait plein de trucs pour la deep tech. Donc la deep tech, c'est un peu ça. C'est des choses où on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on essaye d'investir en amont pour faire émerger des choses. Donc c'est bien. C'est juste qu'il faut, au-dessus des initiatives françaises comme la BPI, comme la Commission européenne, que les investisseurs institutionnels privés aient un peu cette logique, ce qui n'est pas complètement le cas et aujourd'hui. Et ça, c'est important notamment pour la tokenisation. C'est important pour la crypto de se dire, OK, comment pourrait se passer le monde de demain? Comment j'imagine que ces sociétés vont évoluer? Est-ce que je me positionne en amont pour leur permettre d'émerger? Ou est-ce que je ferais de la réaction? Je donne d'autres exemples. Vous avez vu, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais pour moi, Uber et Airbnb et Uber n'auraient jamais pu se lancer en France.
impossible. On leur aurait dit, Uber, on leur aurait dit, c'est des CDI déguisés, jamais, on leur a même pas donné un centime, on leur aurait rayonné en disant, vous faites du détournement du contrat de travail, mais vraiment, mot à mot, je pense que 100% des gens leur auraient dit ça. Ils sont lancés aux États-Unis, ils sont en France, et en fait, quand c'est aux États-Unis et que ça grossit, quand c'est en Europe et ça grossit, la France adapte sa réglementation, et donc on se retrouve à dire non à des gens qui auraient pu le faire en France pour dire oui à des gens qui le font de l'étranger en France. Donc, le pire move. Airbnb, pareil pour les hôtels. On n'aurait jamais laissé ça en France. Les hôtels auraient levé les boucliers en disant mais c'est de la concurrence déloyale, on ne peut pas laisser ça. Et peut-être à juste titre, en fait. Moi, je parle pas du débat de fond, je dis juste qu'au final, ils sont là des États-Unis, et la France est le plus gros marché, et on a la pire part du gâteau, et on aurait pu faire en sorte que ça émerge en France, et en les bloquant de base initialement pour ces sujets-là, on se retrouve à avoir adapté la réglementation et faire en sorte qu'ils agissent normalement en France, il n'y a aucun problème, mais juste qu'ils ne soient pas en France. Et ça, c'est comme ça pour tout. Et il faut juste arrêter. Il faut juste se dire, OK, soyons un peu plus pragmatiques et faisons en sorte que des sociétés innovantes émergent en France. J'ai un contre-exemple, Sorar, qui était pour le coup une sorte de Uber Airbnb assez atypique, qui a réussi à se lancer en France. Et félicitations, on aurait pu les bloquer, ça devait pas être simple, et qui a réussi à exploser, et depuis a fait adapter la réglementation française avec le Genome, et c'est génial, et c'est comme ça que ça doit se passer, et ça doit se répliquer, et ça doit être faisable pour tout. En fait, maintenant qu'on a vu le cas Sorar, OK, ils ont fonctionné sur quelque chose un peu gris, voilà, au début. Maintenant, la réglementation est là. C'est une boîte qui crée de l'emploi, c'est une boîte qui lève des fonds, c'est une des startups les plus connues à l'international en France. On est content, non? Enfin, la France est content. Est-ce qu'il y a eu des risques immenses amenés par Sorar? Non. Est-ce qu'au final, on se dit ça aurait été bien qu'ils soient aux États-Unis et qu'ils touchent les consommateurs français? Non. Donc juste prendre ce retour en disant c'est une bonne chose, donc il faut accepter le fait que parfois l'innovation a besoin un peu de plier les règles existantes pour exister, pour émerger, et juste les laisser faire, mettre des cadres, hein. C'est vraiment pas avoir un truc de cow-boy, mais juste les laisser faire, parce que sinon ça sera la même chose qui va se faire d'ailleurs en France. Voilà, point. Ouais, c'est toujours. C'est exactement en fait le problème de la France, c'est que et même de l'Europe, c'est que c'est des pays à réaction. Et quand on peut voir par exemple sur la régulation, il y a pas mal de pays. Alors par exemple, prenons le cas de la France pour être concret. Avant de commencer à faire quelque chose, ils vont venir te voir, ils vont dire faut vous réguler, après vous allez travailler. Dans les autres pays, ils vont vous dire allez-y, travaillez, on vous surveille, on vous contrôle. Allez-y, avancez, puis à la fin, on va voir si vous avez la possibilité de mettre en place les régulations. C'est comme ça dans plusieurs pays. Et en fait, le problème de la France, c'est qu'ils sont beaucoup trop, ils ont beaucoup trop de freins. Et ce qui fait que du coup, ça empêche les entrepreneurs de bosser, ça empêche les grosses sociétés d'émerger, parce qu'en fait, il y a des grosses sociétés françaises qui ont peut-être été bloquées par les réglementations et qui auraient pu faire beaucoup plus de choses s'ils étaient dans d'autres pays. Et ça, c'est souvent un petit peu la difficulté. Et il y a une phrase qu'on dit souvent avec Lupo, c'est qu'en fait, en France, c'est tout ce qui n'est pas autorisé, c'est interdit. Et par contre, dans les autres pays du monde, c'est tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Et en fait, c'est exactement ça. Et en fait, en France, et vraiment pour prendre encore un exemple mais qui est concret, on a regardé avec une société d'avoir des agréments de l'AMF en France. On nous dit c'est 15 mois, c'est 18 mois, c'est 2 ans. Enfin voilà, c'est super long. Pendant 2 ans, en gros, vous ne pouvez pas travailler. Et puis après, on regarde avec d'autres pays, tout simplement Dubaï, même l'Arabie Saoudite. C'est vraiment des exemples. Et eux, ils vous disent OK, pas de souci, vous venez. Vous travaillez avec nous. Pendant 2 ans, vous n'avez pas de règlement. Par contre, on vous surveille, on vous contrôle. Et au bout de 2 ans, on vous donne votre agrémentation parce qu'on a contrôlé tout ce que vous faisiez pendant 2 ans. Et ça, c'est juste incroyable. Et je pense que c'est comme ça que devrait travailler le marché. Alors, ça demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de gens. Mais par contre, ça marche dans les autres pays. Alors, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en Europe et en France. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas à 100% d'accord. Je trouve que, après, évidemment que c'est compliqué de se faire agréer, enregistrer dès le début. Mais aujourd'hui, en France, on a quand même une centaine d'acteurs enregistrés PSAN. Moi, pour avoir discuté beaucoup de fois avec les équipes de l'AMF et de la CPR, ils sont quand même ouvertes et assez bienveillants avec les acteurs, et ils veulent que ça se passe en France. Enfin, c'est juste
que ils ont créé des règles pour protéger les investisseurs, notamment l'enregistrement PSAN s'intéresse beaucoup au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et c'est des règles qui semblent au gouvernement français impératives. Et donc l'enregistrement, ça a été de prouver que les acteurs faisaient ça. Ils ont été emboutés, je suis d'accord, et ils le sont encore, donc ça met trop de temps. Donc ça, pour moi, c'est une question de budget. C'est leur donner plus de ressources pour mettre plus d'équipes et que ça aille plus rapidement. Pour autant, je trouve qu'on est quand même, en termes de réglementation, bien loti. Moi, mon point, il était surtout sur les invests, mais en termes de réglementation, je trouve qu'on est plutôt bien loti parce que on a à la fois des cadres clairs aujourd'hui et à la fois beaucoup de cabinets d'avocats français qui ont une bonne expertise et qui accompagnent. Pour autant, ça prend longtemps, ça demande de l'argent, et donc c'est des barrières à l'entrée. Et je suis d'accord que si on ne peut pas arriver à faire tomber ces barrières à l'entrée, bah la France, ça sera pas le bon pays. Et malheureusement, il n'y a pas de solution en France. Si vous n'avez pas les moyens de mettre ça en place, bah peut-être en effet que Dubaï, c'est plus adapté. C'est dommage, hein, mais ça, c'est réel. Et je vois pas trop comment on pourrait y répondre. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, après, aujourd'hui, donc pour rentrer sur PSAN, donc l'enregistrement slash l'agrément qui couvre les plateformes d'échange d'actifs numériques, enfin les prestataires de services d'actifs numériques. Donc il y a eu l'enregistrement qui est sorti après la loi Pacte jusqu'à le milieu de cette année, de mémoire pour le dernier dépôt de dossier. Et là, depuis, on est passé en enregistrement renforcé. Et ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Et il y a, je pense, beaucoup d'acteurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à avoir l'enregistrement renforcé qu'ils auraient pu avoir l'enregistrement PSAN. Et c'est un peu une transition vers MiCA, où l'AMF se dit l'agrément MiCA va être beaucoup plus dur. Et c'est vrai, les 100 PSAN enregistrés en France, ils n'auront pas les 100 l'agrément MiCA. Ça n'a rien à voir en termes de règles à mettre en place, c'est beaucoup plus lourd. Et donc, au lieu de donner des enregistrements à des plateformes qui vont pouvoir opérer un an avec, et après ils vont voir le mur que va représenter MiCA, ils vont arrêter la boîte, autant faire une phase de transition pour arrêter d'enregistrer. Donc, en fait, il y a une logique derrière. Hein. C'est pas illogique de se dire, OK, cet acteur, on pourrait l'enregistrer, mais il n'y a aucune chance qu'il ait MiCA. Donc, voilà. Pour autant, ça rajoute des barrières à l'entrée. Et les barrières à l'entrée, on l'a vu. Hein. Moi, je suis absolument contre. Mais il faut quand même trouver un juste milieu. Et pour moi, la réponse, je suis désolé, hein, c'est pas la réglementation, c'est le financement. Parce que si vous avez les financements pour les barrières à l'entrée réglementaires, c'est de l'argent. Hein. C'est de l'infra, c'est des avocats. Mais si vous avez les financements, c'est pas un problème l'enregistrement. Hein. C'est pas un problème l'enregistrement renforcé. Vous prenez des cabinets d'avocats de la place, vous prenez des cabinets de conseil spécialisés en LabFT, vous prenez des devs, vous mettez en place des process, et en fait, vous n'allez pas vous sentir freiné, bloqué. Juste, ça va vous coûter de l'argent. Freiner un petit peu par le temps même. Par le temps, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Tu as tout à fait raison. Et ça, on l'a remonté au niveau de la DAN. Les équipes de l'AMF, c'est pas leur faute, hein, sont sous-staffées. Les budgets sont votés à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLF, notamment 2024. Nous, on a proposé qu'ils aient plus d'effectifs. Bon, la réalité, c'est que eux, ils peuvent pas se dupliquer. Hein. Donc, mécaniquement, nous, quand on parle à l'AMF, on sait très bien que c'est pas leur faute. Enfin, de pas avoir assez d'effectifs. Eux, ils demandent que ça. Donc là, il faut que à l'Assemblée, il y ait des budgets qui soient votés. Et ça, c'est impératif. Il faut qu'ils aient plus de personnes à dédier. Mais voilà, il faut comprendre que ça, c'est pas à leur niveau. Ça se passe au niveau du PLF. Et ça, complètement. Il faut que ça soit plus rapide. C'est important que ça soit plus rapide parce que si on arrive à MiCA avec des process d'agrément VASP sous le cas de MiCA en 18 mois, enfin officiellement 6 mois, mais 12-14 mois en France versus en Lituanie ou ailleurs 4 mois, 5 mois, 6 mois et moins cher, là, ça va créer du shopping réglementaire et c'est pas bien. C'est pas bien. Et surtout que ça sera passeportable. Donc, quand je dis c'est pas bien, c'est que c'est vraiment, ça serait catastrophique pour la France. Donc, juste faisons attention à ça. Faisons en sorte que dans MiCA, on aura la chance, c'est que ce sera les mêmes règles partout. Et donc, l'AMF ne sera en aucun cas plus sévère qu'un autre superviseur national. Mais faisons en sorte que les demandes d'agrément en France
soit tout aussi simple qu'ailleurs. Et ça, c'est important parce que sinon, les plateformes vont aller en Belgique, vont aller à Luxembourg et vont aller sur le marché français et ça sera en Europe. Donc, bon, l'enjeu de souveraineté, il sera un peu répandu, mais ça ne sera pas en France, donc c'est dommage. Et donc, pour toi, la collaboration entre les acteurs de la tokenisation et l'Adnan, elle est quand même réactive, elle est quand même. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui arrivent à se mettre en place. Ils sont quand même. Enfin voilà, ils écoutent un petit peu les acteurs ou ça prend quand même toujours un petit peu de temps. Est-ce qu'elle essaye d'être un petit peu en avance ou elle est plutôt à réaction aussi sur ce secteur-là? C'est quoi pour toi la collaboration vraiment entre ces acteurs de la tokenisation, que ça soit sur de la crypto, sur du security token et l'Adnan, c'est quoi cette collaboration? Tu veux dire l'ADAN, l'association Web3? L'Adnan, oui, l'Adnan. Oui. La collaboration, elle est immense. Moi, comme je t'ai dit en introduction, j'ai la chance d'être vice-président de l'ADAN et président du comité de tokenisation. Donc, je fais en sorte, et moi, personnellement, faire en sorte que l'ADAN prenne ces sujets à cœur. Mais la présidente de l'ADAN les prend à cœur même sans moi. Et en fait, il y a une vraie volonté. De toute façon, l'ADAN couvre tous les cas d'usage Web3 et la tokenisation, c'est un cas d'usage très grand public qui intéresse beaucoup d'acteurs. Donc, comme je t'ai dit en introduction, on a créé au sein de l'ADAN le comité de tokenisation il y a un mois, je crois, que j'ai la chance de présider. Dans ce comité, il y a beaucoup de membres. Je pense qu'on a une quarantaine, cinquantaine de membres, voire plus. Il y a des banques, il y a des infrastructures de marché, il y a des petits acteurs comme nous de la tokenisation, il y a des fonds, il y a des associations professionnelles. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait tout le monde et de les faire travailler sur des sujets transverses. Donc, le comité de tokenisation, il couvre tout type d'actifs, mais on les a divisés en 3 grandes catégories. Les instruments financiers tokenisés, l'immobilier et les autres biens tokenisables. Et à partir de là, on a créé 5 missions au sein de ce comité qui vont pouvoir faire avancer les sujets. Donc, la première mission, c'est créer un guide pour faire en sorte que la tokenisation, un mémorandum pour faire en sorte que la tokenisation soit bien comprise du grand public et des décideurs. La deuxième, c'est réfléchir ensemble aux standards de données d'instruments financiers tokenisés. Donc, les instruments financiers répondent à des standards. Les instruments financiers tokenisés répondront à des nouveaux standards. Et donc, il faut faire en sorte que quand on va fixer, notamment dans les discussions avec des assos à l'international, ces standards, que les acteurs français soient écoutés. Donc ça, c'est le but de cette seconde mission. Une troisième mission sur les actifs de règlement. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais la tokenisation veut dire qu'il faut acheter ces tokens. Et comment on les achète? On les achète en euros, mais l'euro, ça peut être plusieurs choses. Donc, les actifs de règlement, et quand je dis l'euro, on peut les acheter avec des cryptos ou autre chose, mais vraiment, je simplifie. Les actifs de règlement, ça peut être les EMT, Electronic Money Token, dans le cadre de MiCA, les ART, dans le cadre de MiCA également. Il y a possiblement les dépôts bancaires tokenisés. Il y a les Central Bank Digital Currency, CBDC. Et après, il y a le fonctionnement fiat actuel. Et donc, il y a une mission pour creuser ces différentes manières et de faire en sorte d'épauler également le comité juridique à l'ADAN sur les réponses et la préparation dans le cadre de MiCA des EMT ART. Il y a une quatrième mission sur la tokenisation de l'immobilier. L'immobilier, c'est ce qui a amené, enfin la tokenisation de l'immobilier, c'est ce qui a amené beaucoup de personnes du grand public et de personnes qui ne sont pas Web3 à la tokenisation. C'est vraiment qui a ouvert un peu les valves. Et ça, je trouve ça génial. Et surtout que l'immobilier est un vrai cas d'usage parce que il y a des fonctionnements parfois qui peuvent être améliorés, notamment pour des questions d'accessibilité, de frais, de liquidité. Et la tokenisation, elle répond très bien. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, OK, quelles sont les limites qui ne permettent pas complètement de faire émerger la tokenisation d'IMO en France, notamment qui bloque le marché secondaire, et comment on fait en sorte de les lever. Et la dernière mission, c'est la tokenisation d'instruments financiers, que ça soit dans le cadre du pilot régime, dont j'ai un peu parlé, que ce soit dans le cadre de l'ordonnance blockchain de 2010-2019, ou que ça soit dans le cadre actuel MIF2 CSDR. Voilà pour le comité de tokenisation. Ouais. Vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte que, OK, on réfléchit ensemble, on réfléchit sérieusement, on fait des propositions pragmatiques, utilisables, on fait en sorte de
que tout le monde comprenne bien les enjeux de souveraineté derrière et comprenne bien que c'est vraiment pas quelque chose de farfelu et que c'est quelque chose qui va arriver quoi qu'il arrive, et comment on prend de l'avance sur les autres en France. Ouais, et je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est bien que ça arrive par l'IMO, parce qu'en plus l'IMO en France, on a cette culture immobilier. On parlait notamment avec des experts IMO en Suisse, où là-bas la vision de l'immobilier c'est pas du tout la même. C'est plutôt les gens vont investir dans l'immobilier quand ils auront 50 ans, s'ils ont un peu d'argent, etc. Enfin, c'est moins au cœur du projet de vie un petit peu comme on peut l'avoir en France, où c'est une réussite un petit peu socialement de dire ok, c'est bon, j'ai mon CDI, j'ai acheté ma résidence principale, etc. Ça donne entre guillemets cette vision de je suis implanté dans la société, j'ai mis une pierre à l'édifice et dans ma vie est réussie entre guillemets parce que j'ai investi dans la pierre, pour caricaturer un petit peu, mais pas tant que ça. Et qui fait qu'on a un marché de l'immobilier qui est très beau, qui est très bien organisé, qui fonctionne bien et qui est au centre de beaucoup d'investissements. Et le retail est déjà, les gens, les particuliers sont déjà très intéressés par ce marché-là. Donc ouais, je te rejoins à 100% par rapport à ça, c'est clair. Complètement. Justement, L'IMO, Marc, tu étais en c'est... train de parler juste avant du... Pardon, j'ai pas laissé. Non, Vas-y, Marc, désolé. je t'en prie, je confirme, j'ai acquiescé. Vas-y, Jean, je t'en prie. Ah, ok, d'accord. Oui, juste avant qu'on bifurque sur l'IMO, tu étais justement en train de parler du DLT pilote régime. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé depuis le début du podcast. Pour toi, c'est quoi l'impact technologique de ça sur les infrastructures financières? Ok. Je vais essayer d'être le plus didactique possible, mais c'est une réglementation très infra de marché financière. Donc, le DLT pilote régime, c'est le premier pilote en droit financier européen. Comme je t'ai dit, il est effectif depuis mars de cette année. Il crée 3 nouveaux agréments qui s'appellent DLT MTF, DLT SS, DLT TSS. Donc DLT MTF, c'est simplement un MTF. Donc un MTF, c'est un Multi-Trading Facilities. C'est l'agrément notamment qu'ont les petits compartiments d'Euronext, donc qui permettent d'opérer un marché secondaire d'instruments financiers. Un marché secondaire, c'est simplement un carnet d'ordre et faire du matching. Donc l'agrément DLT MTF permet d'opérer un marché secondaire sur un instrument financier tokenisé. Pour moi, c'est celui qui présente le moins d'intérêt. DLT SS, c'est l'équivalent blockchain de l'agrément CSD, Central Security Deposit, qui est sous le règlement européen CSDR et qui régit, comme son nom l'indique, les CSD. Donc les CSD comme Euroclear, c'est les entreprises qui tiennent le registre des actionnaires, entre autres, hein, c'est pas que ça, mais le registre des actionnaires des sociétés cotées. Donc un peu comme je t'ai dit, le notaire, le cadastre des actions. Donc DLT-SS permet, au lieu de faire son registre comme on le souhaite sur des bases de données, etc., le faire sur un DLT. DLT-TSS, qui est l'agrément, moi, qui m'intéresse et qui est le plus puissant, c'est pour la première fois en Europe et au monde, il permet de cumuler les rôles de MTF et CSD, donc les deux agréments dont j'ai parlé. Aujourd'hui, c'est pas cumulable. Euronext, ils peuvent pas tenir le rôle de CSD directement. Ils sont connectés à Euroclear. Et donc, cette connexion nécessite une infrastructure avec plusieurs autres intermédiaires, des réseaux de communication. Et ça amène à avoir, quand vous achetez une action, 7 à 8 intermédiaires et un règlement de livraison à 2 jours. Ce DLT-TSS permet que l'exchange soit aussi la plateforme de règlement de livraison et donc de pouvoir supprimer possiblement tous les autres intermédiaires. C'est un peu ce que vous voyez quand vous achetez sur des crypto-exchanges comme Binance. En fait, vous passez un ordre sur Binance et vous recevez, quand il est exécuté, directement votre crypto sur le wallet où vous êtes conservé chez Binance. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur les infras de marché. Et l'idée de TLT-TSS, c'est d'avoir quelque chose aussi simple que ça sur des instruments financiers tokenisés, sur de l'action, d'obligations ou notamment des ETF. Ce DLT-TSS, il offre aussi des exemptions. Enfin, le pilote régime offre aussi des exemptions sur la réglementation existante. Donc, que ce soit de MIF2, donc la réglementation qui couvre les instruments financiers en Europe,
ou CSDR, la réglementation qui couvre les CSD. Et bon, il y a plusieurs exemptions, mais il y a pas mal d'exemptions assez intéressantes. Aujourd'hui, que ce soit toi, Lupo, ou toi, Jean, vous pouvez pas, c'est impossible d'ouvrir un compte chez Euronext. Si vous voulez acheter des actions, je sais pas, BNP, vous passez par votre banque. Pourtant, les actions BNP, elles sont, le carnet d'ordre est dans les mains d'Euronext. Et parce que les marchés en Europe sont obligatoirement intermédiaires. Il faut être membre de marché d'Euronext pour pouvoir passer des ordres. Ça, c'est une obligation réglementaire. Dans le pilote régime, on a le droit d'accepter des retails en direct. Donc ça paraît en fait hyper logique pour nous, mais c'est complètement contre-intuitif, voire game changer pour les infras de marché, parce qu'ils n'ont jamais fonctionné comme ça. Eux, ils ont besoin d'intermédiaires. Et donc ça, c'est une révolution. Et ça permet d'avoir des bourses avec des investisseurs en direct. Autre exemption possible, aujourd'hui, sur les instruments financiers cotés, le règlement livraison est opéré ce qu'on appelle en monnaie banque centrale. Donc la monnaie banque centrale, c'est de la monnaie qui circule dans les livres de la Banque centrale européenne via via un système qui s'appelle Target 2. Et c'est quelque chose qui ne peut être manipulé que par les établissements de crédit. Donc l'avantage de cette monnaie, c'est qu'il n'y a aucun risque de crédit d'une banque dessus. Par exemple, vous, quand vous avez votre argent sur votre compte bancaire, si la banque fait faillite, vous avez une assurance de la protection des dépôts, mais si vous avez 1 million, vous allez perdre quand même de l'argent. C'est ça la réalité. Je crois que l'assurance, c'est 190 000 ou 80 000, j'ai plus le truc en tête, mais vous allez perdre. Et même si une faillite de banque, ça arrive rarement, et en France, tant mieux, ça n'arrive pas, sur les marchés FI, si ça arrivait, ça crée un risque systémique immense parce que la personne qui a acheté ses actions dont sa banque fait faillite va pas pouvoir les payer 2 jours après, et donc ça crée un effet domino et ça fait un effondrement de tous les marchés financiers mondiaux. Enfin vraiment hyper rapidement. Et donc on est obligé de régler l'IVA en monnaie banque centrale parce que ça peut pas arriver parce que la BCE peut pas faire faillite et donc ça ne pourra jamais arriver. Dans le cadre du pilote régime, il y a une exemption à cet article de CSDR qui permet de régler livret autrement, notamment avec possiblement des dépôts tokenisés, voire de la CBDC, et donc d'avoir des choses plus fluides. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et une autre exemption, mais il y en a d'autres, c'est aujourd'hui, quand vous êtes une bourse, vous devez envoyer à votre superviseur national, donc en France à l'AMF, un reporting des transactions de manière quotidienne. Donc à la fin de la journée, vous envoyez, c'est pas un Excel, mais presque, tout ce qui se passe sur votre marché. Et c'est chronophage, vous avez besoin d'une équipe reporting dessus, c'est compliqué, c'est manuel, etc. Cette exemption dit que si vous donnez accès au régulateur à votre blockchain avec un explorer adapté, il a accès à la golden source et donc vous n'avez plus besoin de faire de reporting parce que il a accès à la donnée et donc il va la puiser quand il veut. Et donc ça vous enlève toute nécessité de faire du reporting. Et donc ça améliore votre efficacité opérationnelle et ça permet d'arrêter des tâches qui sont parfois assez chronophages. Donc ça c'est intéressant. Donc on voit bien que ça permet une vraie efficience des infras de marché. Pour autant, DLT-TSS, l'agrément qu'on veut demander, c'est aussi compliqué, enfin à peu près aussi compliqué que demander MTF et CSD aujourd'hui. Et ça, MTF et CSD, c'est pas des agréments de fintech. Vous n'avez pas vraiment de fintech qui sont MTF, il y en a très peu, et CSD, aucune. C'est très lourd. MiCA, l'agrément MiCA, qui est très lourd, ce n'est rien par rapport à ça. Et donc, c'est la problématique du pilote régime, c'est que, en fait, il est génial sur le papier, mais pour y accéder, c'est compliqué. C'est compliqué pour les petits acteurs comme nous parce que ça nécessite des fonds très très importants, des exigences potentielles très très importantes et une infra très évidente. Mais c'est encore très compliqué pour les infra existantes parce que ça change tellement leur process pour un pilote que en fait ils se disent waouh, c'est révolutionnaire, mais je dois tout changer alors que je suis une entreprise qui génère plusieurs centaines de millions de CA et qui fonctionne bien. Donc voilà. Et finalement, c'est un peu le problème, c'est que c'est compliqué pour tout le monde. Pour autant, nous, on est très motivé et on va le faire, mais c'est quelque chose où, à la différence de Mika, je pense qu'on va voir en Europe des cinquantaines, voire centaines d'acteurs agréés. Pilote régime, on va en voir 3, 4, 5 à l'écran max et on sera très content. Ok. Ouais, c'est super intéressant à écouter.
Super Ouais, intéressant à c'est écouter. On voit qu'il y a beaucoup de valeur et qu'il y a beaucoup de connaissances de ta part. On voit vraiment que tu as un objectif, c'est de travailler réglementé, de travailler voilà, et d'essayer d'avoir les meilleurs agréments possibles. C'est super impressionnant tout ça, vraiment. Félicitations. Et donc, du coup, au niveau des agréments, j'imagine va y avoir des agréments enfin, c'est déjà le cas, hein, qui sont différents pour de la crypto-monnaie et du security token. Bah, c'est ce que je disais. En fait, dans le cadre de la crypto-monnaie, on va parler dans le cadre de Mika de CASP, donc l'agrément l'équivalent PSAN dans le cadre de Mika. Et dans le cadre des security tokens, ça va être dans le cadre du pilote régime DLTTSS, vraisemblablement. Ok. Ok, donc et le process, il est toujours plus simple pour les cryptos que pour forcément que pour les security tokens, parce que c'est du titre financier. Donc, comme tu le disais si bien, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont lancées à fond sur de la tokenisation via de la crypto et qui vont peut-être être bientôt embouteillées s'ils ont l'obligation de passer en security token. C'est une possibilité ou Non, pour toi ou pas du tout? non, je pense pas. En fait, la tokenisation n'est pas obligatoirement en security token, donc il faudra regarder comment ils se positionnent, s'ils sont des instruments financiers au sens de MIF2 ou non. S'ils le sont, la réalité, c'est que 95% des projets, ils vont pas pouvoir entrer dans le pilote régime. Vraiment, c'est trop compliqué. Donc, ils vont devoir s'adapter ou trouver des manières de travailler avec d'autres. Ou s'ils sont en actifs numériques, bah là, rentrer dans Mika. Et c'est Mika est plus simple que le pilote régime, mais ça veut pas dire que Mika est simple, hein. C'est vraiment à cause du pilote régime qui est particulièrement compliqué. Mais Mika, c'est pas simple, c'est quand même une grosse barrière à l'entrée, c'est beaucoup de process. C'est une adaptation, j'en ai un peu parlé de MTF. C'est un peu une adaptation de MTF qui est créée sous MIF2, mais pour les acteurs actifs numériques. Donc non, c'est pas évident, mais oui, les acteurs vont devoir y aller. Donc pour que la tokenisation se fasse, il va falloir avoir des infrastructures. Après, moi, ma vision, c'est de me dire, et c'est un peu notre positionnement avec ce qu'on a appelé tokenisation as a service, marque grise, c'est que on va pas pouvoir avoir 50 infrastructures, une infra pour l'art, une infra pour l'IMO, une infra pour ça, une infra pour ça. Nous, on pense qu'une infra nécessite trop de coûts fixes. Il y a trop de réglementation, il y a trop de règles, et donc il faut une, deux, trois infras, et qui vont permettre la tokenisation d'autres actifs, et donc à des partenaires de tokeniser via elle. Nous, c'est un peu notre position à terme. Nous, c'est de se dire, OK, on se concentre avec Krypton sur les PME, mais ouvrons notre fonctionnement, notre cadre réglementaire pour permettre à des acteurs sérieux de tokeniser autre chose via notre infrastructure. Et donc, réduisons leur barrière à l'entrée, leur permettre d'avoir leur projet qui se crée. Parce que c'est pas réaliste de dire à chaque fois, je veux créer une infra. Il faut s'appuyer sur des infra existantes. Je reviens un peu au cloud ou ChatGPT. Créer une infra, c'est comme se dire, OK, j'ai besoin d'un IA en interne dans ma boîte, je vais créer mon propre IA. Bah non, en fait. C'est trop lourd. Pareil pour le cloud, on arrête les serveurs, ces serveurs chez sa boîte, c'est compliqué. On s'appuie sur des choses existantes. Et donc, je pense que la tokenisation, ça va être la même chose. Il va y avoir des infras mis à disposition à des acteurs qui veulent tokeniser. Et ces acteurs vont devoir quand même supporter quelques règles, hein. Ça existe déjà des fonctionnements assez similaires dans la réglementation, avec le système d'agents. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a les agents de PSP, les agents de EME. C'est des entreprises qui travaillent avec des acteurs régulés, qui, comme ils travaillent avec des acteurs régulés avec un statut d'agent, ils ont une sorte, c'est pas vraiment un enregistrement, mais ils sont un peu enregistrés, ils doivent adapter des process, mais ils n'ont pas besoin de parler au régulateur et ça a beaucoup moins de coûts. Et c'est la responsabilité de l'acteur qui est, comment dire, fournisseur de cet agent, donc qui est l'acteur régulé, et ça reste, enfin, on va dire, toujours leur responsabilité. Et moi, je vois ça venir pour la tokenisation. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. C'est vrai que là, c'est un petit peu la course à avoir sa technologie, son agrément, etc. Parce que c'est quelque chose qui est rare. Mais au final, ça va sûrement être regroupé. Il y aura quelques acteurs qui auront les technos qui vont fonctionner, quelques acteurs qui auront la techno et les agréments. Et au final, les gens ils peuvent venir se plugger à ces différentes institutions pour créer leur boîte et pouvoir tokeniser la niche qu'ils ont envie de faire, etc. Je pense que je suis assez aligné là-dessus parce que pour diverses raisons, concours de circonstances ou autres, il y a des gens qui vont arriver à avoir une chose plus rapidement qu'un autre et il y a aussi des alliances qui vont se créer. Et ce qui est,
génial. En tout cas, moi, ce qu'on a pu repérer avec Jean, c'est que déjà au niveau même national, il y a de très bonnes synergies qui se créent dans le Web3, blockchain, tokenisation, comme on l'a vu avec des événements qui sont en train de se lancer, etc. Donc, ça renforce encore plus ce que tu dis et moi, j'en suis convaincu. Le fait que nous aussi, tu vois, par le biais de cette émission, par le biais de ce podcast, on veut faire venir justement des gens qui ont différentes casquettes en final dans cet écosystème et qui vont pouvoir apporter des choses et créer justement créer ces synergies en fait entre les personnes, entre les acteurs. Tout à fait. Ben, écoute, on est complètement alignés. Je trouve ça très bien hein, que les auditeurs vont pouvoir comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et l'intérêt. C'est important d'essayer d'amener de la pédagogie, de faire en sorte que ça soit compris, parce que c'est comme ça que ça émergera. Au final, on parle de techno, on parle de réglementation, mais comme je t'ai dit, il n'y a que les cas d'usage et le fait qu'il y ait des personnes intéressées qui vont faire que ça fonctionne. Vous avez beau avoir la meilleure techno du monde, le meilleur cadre réglementaire, un truc hyper sécure où il n'y a rien, si vous n'avez pas de client, pas de projet, ça sert à rien. Vraiment, rien ne se passe. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un intérêt des projets qui veulent faire de la tokenisation, des sociétés qui souhaitent se financer via de la tokenisation, mais également des investisseurs institutionnels au retail, de se connecter à ces nouvelles plateformes et de les utiliser. C'est ça qui va faire que ça fonctionne au final. Et c'est quelque chose que j'ai souvent vu, mais quand on lance une boîte sur la tokenisation... C'est quand même super intéressant cette partie-là parce que décidément. Décidément. Désolé Marc. Non, je t'en prie. Non, mais je m'arrête. Je comprends, je parle un peu beaucoup. Je disais, moi je le vois souvent, les boîtes qui veulent se lancer dans la tokenisation, elles se disent souvent, ok, moi c'est important pour me financer d'avoir l'asset technologique, d'avoir le cadre réglementaire, parce que au final ça a de la valeur. Mais d'un point de vue business, elles comprennent que ça en a pas, hein, parce que leur cas d'usage, qu'elles le fassent avec leur asset technologique ou cadre réglementaire ou avec une plateforme qu'on les aide à faire ou quelqu'un d'autre aide à faire, ça sera le même. Leur business model, il sera sensiblement le même. Et donc, au final, la valeur pour les clients sera la même. Et c'est là où je pense qu'il va falloir s'appuyer sur les infrastructures, mais ça arrivera quand aussi les investisseurs comprendront qu'il faut financer les infrastructures en amont, puis financer des projets qui utilisent ces infrastructures. Et pas demander des choses pas logiques comme je veux que tout le monde ait la techno, je veux que tout le monde ait le cadre réglementaire, ça a de la valeur pour l'investissement. Non, en fait. Et voilà, ça c'est important. Ouais, 100%. Ouais, c'est super intéressant. Et quand tu parles donc du coup d'acteurs, est-ce que dans les acteurs que tu vois, c'est les acteurs qui peuvent se lancer dans le futur dans le monde de la tokenisation, ça va être tous les acteurs type bancaire, parce que tu le disais que très justement hein, pour investir souvent en bourse, soit on passe par un broker, soit on passe par une banque. On sait que les banques, bon, elles sont toujours des fois un petit peu en retard, mais elles aiment bien aussi la nouveauté. Je sais qu'il y a certaines banques, même françaises, qui s'intéressent déjà à la tokenisation. Est-ce que pour toi, c'est un des futurs acteurs qui vont arriver sur la tokenisation? Alors, j'ai toujours peur de faire du drop naming parce que si j'oublie des gens, je vais me recevoir un message que tu m'as pas cité. Mais oui, les acteurs bancaires, évidemment, elles y sont déjà. En fait, elles ont fait déjà beaucoup de projets. Il y a SG Forge en France, qui est une filiale de la SOGEI, qui est un pionnier de la tokenisation en Europe. Il y a BNP Asset Foundry qui a fait de la tokenisation. Il y a BPCE qui s'intéresse énormément à ces sujets. Il y a CACIB, qui est la filiale CIB de Crédit Agricole qui s'intéresse à ces sujets de prêt, qui a déjà fait des expérimentations. Il y a AXA IM, qui est la filiale qui gère les fonds d'AXA, qui fait de la tokenisation. Il y a la BUI, donc un peu plus internationale, qui fait plein de projets de tokenisation. Il y a la CDC, il y a la BPI qui s'intéresse à ce sujet depuis Day One. Et donc, je réfléchis juste si j'oublie personne. Peut-être que non. Et donc oui, les banques s'intéressent évidemment à la tokenisation, mais c'est pas les seuls. Il y aura également des plus petits acteurs. Mais c'est vrai
que les banques s'intéressent avec un prisme plus instrument financier. Et les autres acteurs, souvent un prisme, nous on a un peu une exception, mais souvent un prisme plutôt haute classe d'actifs. Et après, il n'y a pas que les banques. Il y a Euroclear qui s'intéresse à la tokenisation de très près et qui font des projets très pertinents. Euroclear, comme je dis, c'est le CSD européen. Donc la réalité, c'est que tous les acteurs s'intéressent à la tokenisation, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'intérêt, mais tout le monde comprend bien que c'est un enjeu. Quand j'ai lancé Krypton en 2017-2018, il y avait des gens, souvent, qui ne croyaient pas à la tokenisation. Aujourd'hui, je ne l'entends plus. Ça fait très longtemps, quand on parle à un décideur, un DG d'une infra de marché, d'une banque, etc., ils y croient quand même. Et donc ça rassure. Et je pense que beaucoup de gens ont des projets. Pour autant, les banques françaises, même si elles font plein de choses, ont quand même du retard vis-à-vis de leurs homologues, notamment US. Quand on voit ce que fait JP Morgan avec Onyx sur la tokenisation, où ils sont, 150, 200 à faire de la R&D, ça fait peur. Personne n'a mis ses moyens en France. Et il va falloir à un moment accélérer, parce qu'on ne veut pas que l'infra de marché tokenisé se fasse aux États-Unis. On veut que ça se passe en Europe, en France. Et donc, voilà, tout le monde a pris le sujet, mais accélérons. Ouais, quand on Ça voit, prend quand encore on un voit petit peu de temps, effectivement, même pour les gros acteurs de pouvoir se lancer dans cet écosystème, parce que tu l'as dit très justement, c'est beaucoup de moyens. Ça, c'est la difficulté. Il faut avoir vraiment beaucoup de moyens. Il faut quand même aussi être bon en tech, parce que tu peux être la meilleure banque du monde si tu n'as pas une bonne tech et tu n'as pas travaillé ta R&D, ça va être vraiment difficile de pouvoir concurrencer le marché. Je pense que la tech, c'est quand même vraiment une des bases. Et puis après, les réglementations, c'est super important. Il y a de plus en plus d'acteurs, effectivement, qui s'y mettent, et nous, on le ressent aussi, de plus en plus de gens dans différents secteurs d'activité. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de l'art, mais on le voit aussi dans le pétrole, dans les différents assets. Il y a de plus en plus de gens qui disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur la tokenisation? On voit des gens qui ont aussi la vision de pouvoir développer comment on appelle ça, leur marque, leur branding grâce à la tokenisation. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi se lancer sur la tokenisation via les NFT, donc surtout sur un peu l'art numérique. Mais on a aussi beaucoup de plus en plus de gens qui ont une vision de plus en plus large sur la tokenisation. Avant, c'était tokenisation égale crypto. Et maintenant, gentiment, les gens commencent aussi à s'écarter de ça. Se dire, OK, sur la blockchain, il n'y a pas que la crypto. Et ça, c'est super important pour nous, parce que je pense que quand on est acteur, c'est important de se dire, OK, la blockchain n'est pas forcément égale à la crypto. Oui, la blockchain a été développée grâce à la crypto, et un des premiers faits d'armes de la blockchain, c'est les crypto-monnaies, mais depuis, il y a de plus en plus d'acteurs qui se jettent dans le monde de la blockchain, et en faisant des projets qui sont fous. Et quand on parle aussi tokenisation, c'est aussi important de se dire, OK, la tokenisation, c'est pas forcément que de la volatilité. La tokenisation, c'est pas forcément que du risque. Et on peut avoir des sous-jacents derrière. C'est pas forcément que des monnaies électroniques, c'est aussi parfois des produits à forte valeur ajoutée, avec de la rentabilité. On parlait effectivement de tableau, peut-être il n'y a pas trop de volatilité dessus, mais rien de protéger un petit peu son argent. Et il y a de plus en plus de gens qui font, voilà, qui essaie de diversifier ce secteur. Et pour toi, du coup, entre ce moment-là, où on parle fin 2023, et donc 2030, on sait que le marché va faire un peu x16, tu le disais juste avant, je crois que le marché est à peu près à 1 milliard de dollars actuellement, et l'objectif, c'est 16 milliards, donc ça va faire un peu x16. D'après toi, c'est quelque chose qui va push à fond, ou c'est quelque chose qui va continuer à être croissant? Est-ce qu'éventuellement, le bear market ou autre chose sur le marché, ça va peut-être accélérer le process? Est-ce que tu as une vision par rapport à ce qui va arriver? 16 000 milliards d'ici 2023. Donc, c'est un peu plus que x16. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de projets qui vont se lancer en France, aux États-Unis, en Asie, et des actifs traditionnels vont passer sur des infrastructures de marché tokenisées. Donc, finalement, on va avoir un transfert. Donc, ça va pas être pour une partie, pas être de des nouvelles classes d'actifs, mais plutôt un transfert de capi d'infra traditionnels à des infra tokenisés. Après, il va y avoir aussi plein de nouveaux types d'actifs. Sur l'IMO, moi, je pense
que tout ce qui est fonctionnement IMO, SCPI, foncière vont s'approprier à la tokenisation. Et donc, ça va amener beaucoup d'actifs IMO tokenisés vers la tokenisation parce que je pense que quand ça existera vraiment, c'est plus adapté. Je pense que pareil pour le crowdfunding IMO qui fait 1,6 milliard d'euros par an de financement de mémoire, je pense qu'il va rapidement, quand ça existera, passer sur la tokenisation. Donc, je pense d'ici 2, 3, 4 ans, il y aura les premières plateformes qui permettront vraiment cet essor en IMO en France. Et ça, petit à petit, ça va augmenter. Il y a également, il y a un mois un peu moins, il y a une HSBC qui a tokenisé de l'or au UK pour faciliter les échanges d'or. Et ça, c'est des gros projets d'un coup, parce que quand on tokenise des réserves d'or, c'est plusieurs milliards d'un coup. Et ça va aussi permettre à la tokenisation de démarrer et de commencer. Et donc, je pense que c'est tous ces projets en parallèle sur des classes d'actifs différentes qui vont faire progresser la tokenisation, parce que tout se nourrit entre eux. Une avancée d'un fait avancer quand même les autres, que ce soit d'un point de vue techno, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue réglementation, mais surtout d'un point de vue adoption. Parce que quand vous êtes un fonds, quand vous êtes un asset manager et que vous vous connectez à, je sais pas, la plateforme de tokenisation de HSBC pour acheter de l'or, vos équipes, elles ont compris ce que c'était la tokenisation. Votre compliance a compris ce que c'était la tokenisation. Ils vont mettre 6 mois à vous dire OK. Et quand vous allez dire OK, il faut maintenant se connecter sur Krypton DLTSS pour investir dans les PME, ça va mettre peut-être 2 mois. Et quand vous allez dire à la troisième, il faut se connecter à je sais pas qui pour investir dans des tokens d'immeubles, ils vont peut-être mettre 2 semaines. Et donc, même si c'est des classes d'actifs et des classes d'actifs très différents, tout porte tout le monde sur des marchés comme cela. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Chaque pas fait par un acteur entraîne aussi le pas des autres, entre guillemets. Ça c'est clair. Et je sais pas si c'est le Web3, que c'est cette industrie ou c'est un filtre que j'applique, mais je trouve que ça donne encore plus d'élan et il y a encore plus cet effet d'élancement qui se fait où, comme tu dis, quand on voit des gros acteurs, enfin plein d'acteurs, petits ou gros, qui avancent, ça fait augmenter l'engouement autour des projets. Et là, on parle de la tokenisation, mais c'est vrai pour plein de choses dans le Web3 au final. Exactement. Mais écoute, c'est pas mal, c'est vraiment cool. On a eu une super discussion. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on termine, Marc? Non, peut-être remercier les personnes qui sont allées jusqu'au bout des 1h30. Peut-être J'espère que j'ai pas utilisé trop d'acronymes. Je pense que comme d'habitude, je vais me prendre un message de mes équipes marketing en disant t'as pas essayé, c'est pas assez simple, t'as pas expliqué tous les acronymes, mais j'espère que je l'ai fait. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça a été utile. En tout cas, je vous remercie Jean et Lupo pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. C'est hyper important de faire ce que vous faites et de essayer de montrer aux gens de quoi on parle, ce que ça veut dire vraiment, quels sont les intérêts. Moi, je suis toujours ravi. Et évidemment à dispo si vous voulez continuer les échanges. Et moi, même s'il y a des personnes qui veulent, suite à l'écoute du podcast, il faudra qu'ils me prouvent par contre qu'ils l'ont écouté en entier, me poser des questions. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir, que ce soit sur LinkedIn ou sur n'importe quelle autre manière. Yes, on va mettre évidemment ton LinkedIn sous le podcast, les différents liens pour que les gens puissent te contacter. Mais en tout cas, génial. Merci pour ton temps, merci pour ta clarté, parce que moi j'ai trouvé ça quand même clair et très complet dans tes explications. Tu prends le temps de bien expliquer, donc c'est ultra agréable. Merci beaucoup et je te dis à très vite. Merci, bonne journée. Merci tout le monde. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk & Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.